Moi, je vais vous parler pas de mes problèmes. Je vais vous parler des problèmes de mes clients, les vrais ingénieurs. Du coup, on a des clients. En fait, donc TrustInsoft, c'est un éditeur de logiciels qui permet de faire de l'analyse de code source. On a une petite quinzaine d'années, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais du coup, traditionnellement, on a toujours analysé du code C, et puis on a rajouté du support pour du C++. Donc on a des clients fidèles qui nous ont dit, bah, en fait, on va basculer à du Rust. Donc soit vous rajoutez le support de Rust, soit vous partez, on ne travaille plus avec vous. Donc on a rajouté le support du Rust. D'ailleurs, vous allez devoir non seulement rajouter le support de Rust, puis nous montrer qu'en fait, il y a encore des choses à trouver. Parce que finalement, si les outils Rust open source et pas seulement le compilateur, hein, mais Clippy, Miri, tous les outils autour sont suffisants, on n'a plus besoin de vous d'ailleurs. Donc, cherchez. Donc on s'est mis en quête de regarder s'il y avait encore des choses à trouver. Donc moi j'ai appris Rust, je ne connaissais pas le Rust à ce moment-là, donc j'ai écrit un de nos exemples qu'on montre. Puis ça fait partie des premières lignes de code que j'ai écrites en Rust, qui était une conversion d'un code C qu'on demandait pour du recrutement, etc. Et puis du coup je me suis dit, tiens, ça c'est vachement bien, alors j'ai écrit ça. Puis ce qui est vachement bien, c'est que du coup, j'ai écrit ce code-là et on m'avait dit que Rust, c'est vachement bien, le compilateur, il va soulever tout ça. Et puis ça c'est du code, il n'y a que du code safe là-dedans. Hein. Et puis, donc, le compilateur, il n'avait pas de warning. Donc, c'est super, parce que ça prouve bien que ça marche. Et puis, donc, c'est normal. Après tout, Rust, c'est maintenant. Donc, à l'époque, c'était il y a quelques années maintenant qu'on a commencé à rajouter le support de Rust, mais maintenant, donc Rust, c'est un OS, c'est un langage qui est mature. Puis d'ailleurs, il y a plein de choses autour. On trouve la doc, on trouve des tests qu'on peut inclure dedans. Donc en fait, ça pousse les gens à faire des tests que les gens ne faisaient pas avant. Parce qu'avec du C, souvent, on n'a pas des tests suffisants. Maintenant, on a toujours des tests qui vont être intégrés dans chaque module. Donc ça, c'est vachement bien. Puis on a de la documentation, et puis c'est vachement modulaire. Et puis on a Crate.io. Alors après Crate.io, on en parlera, mais c'est autre chose. Et puis le langage lui-même, il vous pousse dans la bonne direction. C'est-à-dire que j'aime bien les gens qui ont, monsieur qui faisait de l'ADA pendant 22 ans, parce que c'est vrai que ADA, ça avait une réputation, et ça l'a toujours, que en fait, si ça compile, c'est probablement correct. Et Rust a repris cette réputation-là, parce qu'il y a pas mal de bonnes leçons qui ont été prises. Et donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que fait ce code-là ? En fait, ce code-là, je ne vais pas y arriver. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, ça compile, il n'y a pas de warning, puis ça crache. Non, ça crache pas. Ça panique. C'est pas pareil. C'est une grosse différence. Mais en fait, si ça vole dans un avion, en fait, c'est toujours pas acceptable. Mais ça crache pas. Parce que vous voyez, en fait, c'est bien le runtime Rust qui met index out of bounds de len is 10, but the index is 10. Bon, alors ce code-là, en fait, c'est du code qui est pas beau, parce qu'en réalité, si vous aviez écrit du Rust correct, je vais y arriver, non, ça marche pas. C'est pas comme ça. Ah, j'ai éteint l'écran. C'est superbe. On peut le rallumer ? Ça marche ? C'est la dernière. Hein. Voilà, merci. Donc c'était ça que je voulais faire. En fait, ici, le problème, c'est que j'ai fait une itération sur une taille qui est complètement arbitraire. En C, j'aurais écrit un define. Mais en fait, en Rust, on prend la propriété de la taille du tableau, et du coup, il n'y aura pas le problème de débordement. Mais enfin, mon point, c'est que j'ai pu écrire ce code-là, puis le compilateur, il ne m'a rien dit, et qu'en fait, si je suis un ingénieur moyen, ce que je suis, du coup, je suis capable d'écrire ce code-là, puis ça pourrait se retrouver dans du code industriel qui est critique. Et ça, c'est un problème. Et puis, donc, il n'y a pas de warning. Donc, il y a encore des choses à trouver. Mais le comportement, encore une fois, il est déterministe, il est attendu. Et donc, qu'est-ce qui reste dans Rust ? Il reste ces choses-là à trouver qui sont des problèmes fonctionnels. Il y a des règles de codage qu'on peut appliquer avec Clippy, par exemple. Il y a des problèmes fonctionnels à trouver. Mais après, alors, tout le monde connaît le crabe rouge. Est-ce que vous connaissez l'oursin ? L'oursin, c'est l'oursin d'unsafe. Alors, il reste unsafe. Et puis tout le monde se dit, oui, mais unsafe, on va en faire du unsafe dans un coin. Et puis en fait, on va limiter l'usage de unsafe, ce qui va permettre de limiter les endroits qui sont dangereux, ce qui fait que le reste du code, lui, il pourra être safe et on n'aura plus à se poser la question. Alors, c'est vrai, mais,
puis c'est ce que je vais vous montrer dans les résultats qu'on a vus de nos clients sur lesquels on a pu appliquer notre outil, puis on a pu trouver quand même des choses. Il y a des cas d'utilisation qui sont très importants dans Unsafe. Et alors la partie que peu de gens savent, c'est que dans STD, dans la librairie STD elle-même, il y a du Unsafe. Il y a des trucs vraiment pas beaux d'ailleurs si vous commencez à regarder. Mais il y a du Unsafe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous utilisez mal la librairie STD, il est possible qu'il y ait des comportements Unsafe qui se retrouvent à avoir des impacts sur votre code. Et ça, c'est un problème. Unsafe, il y a d'autres cas d'utilisation. Si on est dans du code enfoui, embarqué, où vous allez toucher à des drivers, à des OS, à des comportements qui vont demander de l'accès bas niveau, ça va être un cas d'utilisation parce qu'en fait, Unsafe, c'est juste l'information que vous donnez au compilateur qu'il y a quelque chose d'extérieur où c'est l'humain qui apporte la garantie que le compilateur apporte autrement. Donc ça, c'est important. Et puis, un des autres cas importants, et ça a été mentionné pendant toute la journée, c'est j'ai un crate Rust qui me donne accès à un autre service qui est déjà implémenté. Le cas typique, c'est tout à l'heure la mention de TLS avec OpenSSL, où forcément il y a du unsafe, parce que si on va appeler OpenSSL, on est obligé de passer par un appel par FFI, et FFI, ça passe par unsafe. Donc en fait, il y a quand même pas mal de cas d'utilisation où, quel que soit ce que vous faites, il y aura des cas unsafe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous rentrez dans du unsafe, c'est l'humain qui garantit. C'est plus le compilateur. Donc il peut y avoir des problèmes. Donc qu'est-ce qui reste à trouver? En fait, ce qu'on observe, c'est que en safe, alors safe c'est plutôt bien, mais il y a des chemins qui mènent à panique, pas crash, comme on dit pas crash, on dit panique. Et potentiellement, si vous êtes dans un système qu'on va appeler de haute disponibilité, des serveurs par exemple, où on peut se permettre de redémarrer le service, c'est pas grave. On redémarre et on continue. Et c'est comme ça qu'on travaille. Si on est par contre dans un système embarqué où la mission elle est critique, ou alors on va être dans des... oui, voilà. Donc on a des clients par exemple qui font des téléphones mobiles. C'est critique parce qu'ils s'occupent de la crypto, des systèmes financiers et de l'authentification très très bas niveau dans le système, ou même des boot ROM. On va avoir des clients dans d'autres domaines qui font des OS aussi. Et donc là, on panique, c'est pas acceptable. Donc il y a quand même des cas dans Safe Rust où on peut toujours le trouver. Vous allez voir qu'en fait, dans les retours, au final, on a ce type de cas, et la majorité viennent de signed overflow. C'est un cas simple, mais en fait, il faut le gérer spécifiquement pour éviter ces cas-là, et c'est pas évident. Et puis après, il y a le gros de unsafe. Et en fait, unsafe, ça peut vouloir dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que trouvez-moi du code Rust qui n'interagit pas avec du code qui n'est pas en Rust. Allez-y, cherchez bien. Parce qu'en fait, vous aurez toujours à un moment quelque chose qui va discuter avec l'OS, qui va discuter avec le CPU, qui va discuter avec le hardware. Vous aurez forcément du unsafe à un moment, avec des librairies extérieures. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un morceau de unsafe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du coup l'interaction entre... il y a le unsafe lui-même, les choses dangereuses qui pourraient se passer dans le unsafe, et puis il y a aussi les choses qui sont juste des appels à l'extérieur du monde Rust. Et puis après, là, on arrive sur un sujet, donc ça c'est le point 3, et puis après on arrive sur le point 4, qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que, oui, on le sait. On sait, en C++, il y a des undefined behavior, et ça cache des problèmes de buffer overflow, et de concurrence, et de memory safety, et de mauvais calculs, etc. Mais en fait, le risque classique qui peut arriver quand on fait l'intégration logicielle, je ne vous apprends rien, j'espère, c'est que si un composant utilise mal le composant d'à côté, il peut se passer des choses inattendues. Et en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre code Rust passe par unsafe et appelle mal du code C, vous pouvez avoir soit des corruptions dans le C, soit des corruptions en retour, parce que le C aura donné du n'importe quoi, et du coup, en Rust, il se passera n'importe quoi aussi. Et donc ça, malheureusement, on l'observe partout. On l'observe dans le code réel. Parce que c'est difficile à trouver. Alors, bon, ça c'est pareil, ça a été mentionné plusieurs fois dans la journée. Il y a des problèmes de sécurité en Rust, il y en a moins que la moyenne. Si on compare avec le reste du monde, les crates en Rust sont plutôt pas mal, mais ça croît parce que tout le monde regarde.
Il y a à peu près 20% des crates dans Crate.io qui contiennent de l'unsafe. Donc ça veut dire que c'est un vrai sujet. Parce qu'encore une fois, si votre application ne fait que du safe mais appelle de l'unsafe, alors il y a des problèmes qui pourraient vous arriver parce que l'unsafe se comporte mal. Voilà. Et donc, bon, qu'est-ce que fait notre outil? Donc, ce que je disais, on est une entreprise française. Et donc, traditionnellement, notre outil permettait d'analyser du code C et du C++. Et puis, donc, on a rajouté le Rust. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là, il est donc à l'origine les fondateurs de l'entreprise, ils avaient participé à l'implémentation de Framassé. Framassé, c'est un outil de preuve formelle et avec lequel vous devez arriver avec du code et de la spécification formelle. Et je ne sais pas si c'est une bonne approximation, mais Creusot, ça va être le meilleur équivalent que je puisse nommer dans le monde du Rust. Voilà. Mais ça vous demande quand même d'écrire une spec. Et donc, si vous n'avez pas de spec ou si vous avez des dépendances ou du code tiers que vous intégrez qui n'a pas de spec, ben en fait, vous êtes toujours sans rien. Et donc, le parti pris de cet analyseur-là, c'est de commencer en disant, bah non, venez avec votre code, venez comme vous êtes. Et on va partir des points d'entrée et l'outil va être en fait parcourir le graphe de l'application en notant, en prenant des entrées qui peuvent être abstraites. Donc c'est-à-dire que vous pouvez donner 42, mais vous pouvez donner aussi tous les antipositifs comme range d'entrée. Et ça, toute la combinatoire avec des messages arbitraires, etc. Tout le niveau de généralisation que vous voulez. Et l'outil va regarder étape par étape, état par état, tout ce qui peut se passer et parcourir le graphe de votre application et toutes les branches de tout le graphe de l'application. Et après, derrière ça, on va pouvoir avoir ici, donc là on a un problème qui est remonté sur du code Rust, ça c'est le rapport en HTML, on va avoir la couverture de code en métrique, et puis au-delà de ça, on a un espèce de super debugger. Son nom officiel, c'est Root Cause Investigator. Personnellement, j'appelle ça le multiverse debugger parce que ça vous permet de montrer tous les états de tous les possibles qui ont été inspectés par l'outil. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est applicable sur du C, c'est applicable sur du Rust, mais c'est aussi applicable sur du Rust et du C ensemble. Donc quand on appelle du Rust qui appelle du unsafe qui appelle du C, ou qui lui-même rappelle du Rust, on va pouvoir regarder toute la chaîne. Et c'est là qu'on a trouvé beaucoup de problèmes en fait quand on a regardé du code industriel. Donc j'ai pas le droit de vous donner le nom des clients, mais ça va vous donner des cas d'usage. Donc on a dans nos clients des fabricants de puces électroniques qui sont intégrées dans leur propre téléphone mobile. Donc en fait, ils font des téléphones, mais ils font tout de bout en bout. Et en fait, on utilise notre outil pour pouvoir inspecter de la boot ROM, vraiment qui est cachée dans un cœur qui va être complètement enfoui, que personne ne va voir, jusqu'au bootloader Android avec le petit logo, jusqu'à tout ce qui va être en dessous de Linux, et puis aussi la partie Trust Zone, etc. Donc là, les premières conversions qu'ils ont fait, c'était les petits bootloaders, des cœurs avec du RISC-V typiquement. Et donc, alors, on a un problème chez TrustedSoft, c'est qu'on ne sait pas compter les lignes. Donc on va compter des statements. Et on arrive à peu près 80% de couverture de code. On a à peu près touché 80% du code de leur application. Encore une fois, ils ont fait une bonne structure et ils avaient converti des gens qui codaient en C et au bout de quelques mois, ils avaient complètement tout converti en Rust. Et franchement, ils appliquaient des règles de codage qui étaient plutôt très bonnes. Quand on lit le code source, c'est bien structuré, c'est propre, c'est lisible. Ils passent du Clippy, ils ont même passé du Miri derrière. Ils trouvent des choses. Enfin, c'est bien fait. Et en fait, on a quand même trouvé une douzaine d'alarmes. Alors, vous n'avez pas de métrique de si 12 c'est beaucoup ou pas, mais 12 bugs qui ont des potentiels de sécurité, c'est beaucoup dans une boot ROM. Ça fait au moins 12 chemins d'exploitation, c'est significatif. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 12 bugs, il n'y en avait que la moitié qui étaient dans du code unsafe. Et en fait, si on explique derrière, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait du code unsafe dans lequel il n'y avait pas de bug en soi, mais il faisait quelque chose qui était par exemple un accès au hardware où il y avait un mauvais traitement de tableau. L'humain avait fait un mauvais travail de vérification et d'apporter les garanties que le compilateur Rust veut avoir. Et en fait, la conséquence de ce bug-là se trouvait, et vraiment le mauvais accès,
mémoire ou le mauvais calcul se retrouvait dans la partie safe. Donc le bug arrivait dans l'unsafe, mais l'impact arrivait dans la partie safe. Et donc tout ça, on trouve tous les problèmes d'accès mémoire qu'on peut voir, des unsigned overflow, mais des unsigned overflow qui mènent à des choses qui sont graves. Ça va être un problème d'unsigned overflow qui fait qu'on va faire un accès mémoire complètement terrible ou qu'on va stocker la mauvaise clé de sécurité. Donc ça, c'est pas bon. Et puis des choses intéressantes, parce que comme notre outil, il utilise que le code source, il trouve aussi des choses qui en fait sont optimisées par le compilateur et qui vont en mode release se comporter correctement. Donc ça c'est un des points qui est intéressant en Rust, c'est que quand vous compilez en mode debug, il va paniquer, il va vous montrer qu'il y a un problème, et ça c'est bien. Mais si malheureusement, si après, dans le cas d'une bootrom par exemple, vous flashez le chip il est figé. Et si jamais il y avait un débordement de tableau après déploiement, vous n'allez pas le voir parce que vous allez flasher le mode release. Et donc ce ne sera pas détecté, ça ne va pas te paniquer, ça va juste corrompre silencieusement. Et ça, c'est un problème. Et donc il y a des choses comme ça où ça aurait fait un panique, mais en fait, comme notre outil est capable de gérer toutes les entrées possibles, du coup, il va même gérer plus que ce que les gens auront testé fonctionnellement. On a un deuxième cas, donc on monte un petit peu dans les strates dans le chip. Il y a un bootloader upgradable, donc c'est pas encore au niveau du bootloader Android où on voit le petit logo, mais c'est quelque chose de comparable. Donc là, c'est un projet qui est un petit peu plus gros, 37 000 statements, donc juste pour comparaison, je ne sais pas si je peux donner un crate. Enfin, on voit que un bootloader standard, genre si je prenais Grub, ça va être par exemple aux alentours de 20 000 statements, le cœur de Grub. Voilà. Et donc, on arrive, on a 13 bugs. Alors, c'est des bugs qui seraient détectables, en fait, en réalité, une fois qu'on a fait l'analyse de toutes les valeurs possibles d'entrée, de stockage et de corruption de données du bootloader, on arrive à trouver que, en fait, avec telle valeur, ça rate, et on peut leur montrer qu'en mode debug, ça rate, et du coup, ils reproduisent le problème. Donc, ça marche bien. Et donc là, encore une fois, on arrive à une situation où 12 des 13 valeurs venaient du unsafe. Donc unsafe, c'est un vrai gros problème, mais comme je vous disais, le problème, c'est pas d'isoler unsafe. C'est une bonne pratique d'isoler unsafe pour que ce soit bien isolé, pour que vous puissiez vraiment contrôler. Mais souvent, l'impact de ce qui s'est mal passé dans unsafe ne se trouve pas dans unsafe, il se retrouve dans votre code. Voilà. Puis on a trouvé des erreurs logiques, mais ça, c'est des problèmes fonctionnels, mais ça, c'est autre chose. Troisième cas, c'est un client qui, pour le coup, est en Chine, qui fait un OS open source où leur décision, c'est de réimplémenter l'équivalent d'un Linux. Je vous laisserai chercher, je n'ai pas le droit de les nommer, mais c'est un OS open source. Leur idée, c'est ils travaillent dans le domaine du cloud, et leur idée, c'est de dire si on supprimait Linux, qui est quand même un code géant et donc un gros trou de sécu qui est écrit en C, et qu'on le remplaçait qu'on le réimplémentait dans un langage plus intéressant, plus robuste qu'est Rust, est-ce que ça donnerait quelque chose d'intéressant? En fait, ce qu'ils observent, c'est qu'ils ont des workloads avec du Nginx et des choses comme ça. Parce que toute la partie userland ne change pas, où ils ont des perfs 20% meilleurs que l'équivalent Linux, donc ce qui est non négligeable. Et bref, donc tout ça, ils ont un truc avec des 200 crates, c'est un truc gigantesque, et ils n'ont que 3 crates avec du unsafe dedans. Donc ils nous ont demandé, regardez, c'est unsafe. Au début, il y avait un malentendu, on a commencé à regarder du code safe, et on a trouvé des signed overflow, mais ça ne les intéressait pas. Mais c'est des vraies choses qu'on trouvait quand même dans le code Rust, et puis dans le code safe. Et puis ensuite, on a regardé dans unsafe, et puis là, on trouve encore des choses. On a trouvé des problèmes d'overflow, des problèmes de valeurs non attendues qui font que ça cause des corruptions mémoire. On a trouvé des allocations qui se retrouvent être complètement délirantes si l'utilisateur a fait des attaques. On a trouvé des cas où l'OS plante. C'est inacceptable pour eux aussi, évidemment.
Et donc il y a des cas où ça pourrait être des attaques, il y a des cas où juste l'OS ne démarrerait pas. Tout ça pour dire que, en fait, on trouve encore des choses, quand bien même on a appris des bonnes pratiques de codage Rust, et voilà. Bon, attention, là on a des cas où, pour reprendre l'expression de la présentation de Thalès, on est dans ce qu'on appelle vraiment de la mission critique. On n'est pas dans des situations où le sujet va fonctionner et ça se passe bien, où on est dans la haute disponibilité, on peut se permettre de redémarrer. C'est des situations, des projets où en fait, si ça rate, on est vraiment pas bien. Voilà. Donc ce qu'on voit comme bonne pratique, en fait, pour ces gens-là, ou même pour tout le monde, prenez une version qui est contrôlée de l'outil, voire une version commerciale supportée qui va permettre d'être qualifiée pour de la safety ou de la sécurité. Utilisez Cargo Test, utilisez les tests, tester quoi, ça c'est rien de nouveau. Traçabilité, c'est pas un sujet pour nous, mais il y a toujours la traçabilité avec les exigences, c'est toujours là, c'est toujours possible. Clippy, c'est de la propreté sur soi, ça apporte pas forcément grand-chose, c'est beaucoup de travail pour justifier pas mal de choses, mais si vous le faites pas, vous allez quand même rater des trucs évidents. Donc Miri, c'est un outil qui est un peu plus avancé parce qu'il va faire en fait un petit peu la même chose que ce que fait Trusty Soft Analyzer, mais il va le faire avec des valeurs simples, des valeurs discrètes. Il va permettre de faire des simulations rapides et d'évaluer ce qui se passerait sur une cible réelle sans avoir la cible réelle. Mais ce qu'on voit, c'est que Miri est incapable de considérer l'ensemble des entrées possibles. C'est exactement ce que fait notre outil, c'est d'être capable de considérer l'ensemble des entrées possibles. Notre outil ne fait pas la preuve fonctionnelle, il fait la démonstration que ça se passera pas mal. C'est pas pareil. Et puis après, si vous arrivez dans un contexte industriel, dans une remontée d'un V, vous pouvez utiliser soit l'LVM, soit notre outil pour faire la couverture de code. On fait partie du Rust consortium. Alors je ne sais jamais, c'est Rust. Safety Critical Consortium, Workgroup, et donc on a fait partie des gens qui ont proposé le modèle de couverture de code, sachant qu'en Rust, la couverture de code, il y a pas mal de sujets spécifiques qui ont été adressés, en particulier quand on veut monter au niveau MCDC, que notre outil supporte. Et puis pour l'analyse de cybersécurité, trouver ces bugs de vulnérabilité. Il existe plein d'outils, mais pour avoir une preuve formelle, c'est ThysAnalyzer. Mais voilà. C'est un super rendering. Voilà. Thank you. Est-ce que vous avez des questions? Ça marche? C'est bon. Super. Question? Pas du tout. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous demandais, du coup, je suppose que vous faisiez de l'interprétation abstraite, du coup, et sur le C++ et aussi sur le Rust, c'est plus ou moins ce que vous avez porté comme outil. Est-ce que vous avez essayé d'autres outils qui existent dans la communauté scientifique, par exemple Kani, qui justement parfois arrive à gérer ce genre de choses en unsafe sans forcément avoir d'annotation? Et est-ce que vous avez eu des résultats ou pas? Et est-ce que votre outil marchait mieux que ce qu'il y avait Alors, notre outil n'a pas besoin d'annotation. Mais c'est mieux. Alors, en fait, on a fait tout un inventaire. Il y a une page, il y a un GitHub qui existe qui fait tout un inventaire de tous les outils. C'est très 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 bien. Je ne sais plus le nom du truc, mais ça existe et la liste est bonne. En fait, chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Dans le cas de Miri, l'avantage, c'est qu'il fait une simulation avec des entrées concrètes. Il va vous sortir des vrais bugs qui sont bien localisés. Dans le cas de Kani, dans mon souvenir, c'est un petit peu la même approche, c'est-à-dire qu'il se cantonne à des données concrètes. Mais peut-être que j'ai tort, hein, mais il me semble que c'est ça.
Dans le cas de Creusot, évidemment, ça arrive à une preuve qui est complètement différente, mais parce qu'il faut apporter la spécification pour faire la preuve. Et il y a encore plein d'autres outils qui pareil, vont dans le bon sens, je veux dire. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de... On a beaucoup d'utilisateurs dans le cadre de Rust. En fait, les exemples que j'ai donnés, c'est dans le cadre d'une analyse de cybersécurité. On veut s'assurer qu'il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Et ça, on n'a pas trouvé d'autres outils aujourd'hui sur le marché. On a des journalistes qui nous disent que c'est le seul, mais on serait content qu'on nous dise non. La compétition, c'est bien. Mais oui, c'est l'interprétation abstraite. Est-ce que vous comptez prendre en compte d'autres langages? Parce que par exemple, il y a Mopsa qui est aussi développé Ellipsys, qui lui faisait l'interface C et Python, il me semble. Alors, ça, c'est une question de marché. On a eu supporté à un moment Java, et finalement, on n'a jamais eu un nombre de clients suffisamment avancé, parce qu'en fait, en Java, ce type de bug, tout le monde s'en fout. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la présentation. C'est une question un petit peu indirecte. J'aurais voulu savoir, depuis que vos clients se mettent à Rust, est-ce que vous avez observé une amélioration de la qualité du code? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez moins de vulnérabilité? Alors, oui. Il y a moins de bugs, mais il y en a toujours. C'est-à-dire que, oui, en gros, on va peut-être en trouver 2 fois moins. On en trouve quand même. Non, par contre, ce qu'on voit, c'est que le code est beaucoup mieux structuré. Il y avait des choses, des constructions en C, où en fait, on peut faire des choses vraiment pas belles. Et en fait, en Rust, c'est plus difficile de faire du code pas beau. Bon, enfin, on peut faire du code illisible, hein, évidemment, mais on voit que finalement, l'architecture logicielle, elle est vachement mieux. C'est beaucoup mieux. Par contre, il y a le problème, et que je n'ai pas mentionné pendant la présentation, enfin je l'ai très rapidement, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de projets industriels qui se disent « Ah, c'est génial, Rust, on va pouvoir réutiliser Crates.io ». Et puis très vite se rendre compte que c'est vrai, et puis qu'après, il y a un problème de qualité, et qu'il faut retester suffisamment le code qu'on adopte et qu'on en devient responsable, et que dans certains sujets critiques, c'est juste pas possible. Ou alors il faut faire l'effort. On a déjà vu des clients qui, en réalité, réimplémentent des choses qui existent déjà, font du NoSTD et réimplémentent une partie de la STD eux-mêmes, font des choses comme ça, parce qu'ils ont un besoin de qualité qui leur est propre, qui est propre à leur projet, qui fait qu'ils ne peuvent pas réutiliser de ce type de code-là qui est disponible. Bon, c'est un choix industriel. Alors, une dernière. Bonjour, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez fait des études pour savoir l'impact des niveaux d'optimisation en Rust et notamment l'activation de la LTO sur les vulnérabilités ou les défects qu'on pourrait trouver avec votre outil ou un autre outil, à vrai dire? Alors notre outil s'arrête au code source, donc il s'arrête avant que le compilateur puisse faire quoi que ce soit. En C, on a des dizaines et des dizaines d'exemples où en fait le compilateur va prendre avantage du fait qu'il y a un undefined behavior et optimiser le code. Et on a des cas fantastiques où on a juste un signed overflow qui paraît bénin parce que c'est un truc où on se dit le compilateur, de toute façon, il sait quoi faire, où en fait le compilateur va complètement virer la ligne. En Rust, on n'a pas encore assez de maturité pour pouvoir observer ça, mais je m'attends à ce que ce soit quelque chose de similaire, puisque Clang fait ces types d'optimisation, je ne vois pas pourquoi Rust ne le ferait pas. Mais non, on n'a pas de retour spécifique là-dessus pour le moment. Ah, une dernière. Parce que c'était la dernière question. Est-ce que vous avez du coup essayé d'analyser la librairie standard utilisée dans certains contextes? Est-ce que vous avez réussi à trouver des alarmes dans la librairie standard? Oui.
Est-ce que c'était des alarmes bug ou des alarmes alarmes? En fait, le problème qu'on observe dans Core, Alloc et STD, qui sont 3 composants qu'on gère mentalement différemment chez nous, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas spécifiées. Du coup, est-ce que c'est des bugs? Probablement, puisque ce n'est pas spécifié. Il y a des choses qui ne sont pas spécifiées volontairement. Et il y a des choses vraiment pas belles qui ne devraient pas fonctionner, mais où en fait l'historique du langage Rust a fait que ça a été écrit comme ça. Et probablement, en fait, on arrive à une discussion un petit peu plus large. En fait, ça fonctionne avec Clang. Le jour où GCC-RS sera un peu plus mature, probablement que ça posera problème et que GCC-RS devra avoir sa propre implémentation de STD ou alors ces bugs-là fondamentaux devront être corrigés. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul compilateur vraiment en production. Merci Roland, merci à tous pour vos questions. Je crois qu'on peut